Dans le contexte de la programmation, quand on parle d'une fonction, on parle d'une séquence d'instructions nommées qui effectue un calcul. Quand tu définis une fonction, tu spécifies son nom et une séquence d'instructions, et plus tard, tu peux appeler la fonction par son nom. On va passer sur la console Python Anywhere et on va voir des exemples d'appels de fonctions. On a déjà vu un exemple d'appel de fonction, c'était avec la fonction type, entre parenthèses 10. Dans ce cas, le nom de la fonction c'est type. L'expression en parenthèse, on appelle ça l'argument. Ici c'est 10. Et le résultat de cette fonction, c'est le type de l'argument. On peut dire qu'on transmet un argument à la fonction et que la fonction nous retourne un résultat. Ce résultat est aussi appelé la valeur de retour. Alors Python propose des fonctions qui convertissent des valeurs d'un type à un autre. La fonction int par exemple prend n'importe quelle valeur et la convertit en int si elle le peut, sinon elle nous renvoie une erreur. Si on fait int entre parenthèses entre guillemets 32, donc on passe une string à la fonction int, ça la convertit en int. Par contre, si on essaye de lui transmettre une string qui ne comprend pas un nombre, comme int entre parenthèses hello, on obtient une erreur. Cette fonction, elle peut convertir des nombres décimaux, c'est-à-dire des floats, en nombres entiers, c'est-à-dire des int. Donc si on fait int entre parenthèses 3,99999, on obtient 3. Mais on remarque que cette fonction n'arrondit pas, elle enlève juste tout ce qu'il y a après la virgule. Alors ça marche aussi avec des nombres négatifs, comme int-2.3. Ensuite, on a la fonction float qui convertit des int et des strings en float. Donc par exemple float 32, ça nous donne 32.0. On peut aussi lui passer une string, float 3.141. Voilà. Et finalement, on a la fonction string qui convertit son argument en string. Par exemple, string 2, ça nous renvoie une string qui contient 2. On peut aussi le faire avec un float. Maintenant, on va parler des fonctions mathématiques dans Python. Python a un module qui s'appelle math qui nous donne la majorité des fonctions mathématiques qu'on connaît. Avant de pouvoir utiliser les fonctions dans un module, il faut qu'on l'importe. Donc on peut faire ça avec une instruction import. On fait import math. Cette instruction crée un objet module qui s'appelle math. Et si on utilise l'interpréteur pour afficher cet objet, on peut avoir quelques informations dessus. L'objet module, il contient les fonctions et les variables qui sont définies dans le module. Pour accéder à une de ces fonctions, tu dois spécifier le nom du module et le nom de la fonction liés par un point. Je vais te donner quelques exemples de fonctions qui sont disponibles au sein du module math. Premièrement, on a log10. On fait math.log10 entre parenthèses 8 par exemple ou 9. On obtient le résultat. Cette fonction, elle calcule le logarithme base 10 de l'argument. Il y a aussi une fonction math.log qui calcule le logarithme naturel. Ensuite, on a les fonctions trigonométriques comme sinus, donc math.sin entre parenthèses 0,7. Cette fonction, elle prend un argument en radian et elle calcule son sinus. Si tu te rappelles de tes cours de maths, tu peux convertir de degrés en radians en divisant par 180 et en multipliant par pi. Donc on peut écrire un petit programme qui fait ça. On écrit degré égale 45, radian égale degré sur 180 0 fois math.pi. Math.pi qui va être une approximation assez précise de pi. Finalement, on peut faire math.sin entre parenthèses radian. Ça nous permet de calculer le sinus de 45 degrés. Cette valeur math.pi, c'est un float qui va à environ 15 chiffres de précision. Si tu te rappelles vraiment de tes cours de maths, tu peux te rappeler qu'en trigonométrie, le sinus de 45, c'est la même chose que la racine de 2 sur 2. Donc on peut essayer avec une fonction qui s'appelle math.sqrt, c'est pour square root en anglais, entre parenthèses 2 sur 2.0, entrée, on obtient le même résultat. Maintenant, on va parler un peu de la composition d'un programme. Jusqu'à maintenant, on a surtout regardé les éléments d'un programme, comme les variables, les expressions et les instructions tout seul, sans vraiment parler de comment on les combine. Une des fonctionnalités les plus utiles d'un langage de programmation, c'est de prendre des petites briques de code et de les combiner. Par exemple, l'argument d'une fonction peut être n'importe quel type d'expression. Ça peut même contenir des opérateurs mathématiques. On peut essayer ça en faisant x égale math.sin entre parenthèses degré sur 360 fois 2 fois math.pi. On a combiné plusieurs choses dans l'argument et si on fait entrée et qu'on regarde le résultat de x, on obtient bien la même valeur. L'argument peut même être un appel de fonction. Si on fait math.exp entre parenthèses math.log entre parenthèses x plus 1, math.exp qui est e puissance l'argument,
Presque n'importe où tu peux mettre une valeur, tu peux aussi mettre une expression, avec une exception, c'est le côté gauche d'une assignation doit forcément être un nom de variable. N'importe quelle autre expression du côté gauche d'une assignation, ça cause une erreur. Par exemple, si on fait x égale 2, y égale 3, x égale 2 fois y, ça marche, pas de problème. Par contre, 2 fois y égale x, on obtient une erreur. Jusqu'à présent, on a seulement utilisé des fonctions qui existent dans Python, mais il est aussi possible d'ajouter des nouvelles fonctions. Une définition de fonction spécifie le nom d'une nouvelle fonction ainsi que la séquence d'instructions à exécuter quand la fonction est appelée. Donc, je vais passer en mode script pour montrer un exemple. On va utiliser le mot-clé def pour indiquer qu'on fait une définition de fonction. Donc def affiché parole, c'est le nom de notre fonction, entre parenthèses, 2 points. Alors les règles pour les noms de fonctions sont les mêmes que pour les noms de variables, c'est-à-dire que les lettres, les nombres et les tirets du bas sont légales, mais le nom de fonction ne peut pas commencer par un nombre. On ne peut pas non plus utiliser les mots-clés dont on a parlé dans le dernier chapitre, et il vaut mieux éviter d'avoir une variable et une fonction avec le même nom. Cette première ligne qu'on a écrite pour la définition de fonction, on appelle ça l'entête, et maintenant on va écrire le corps de la fonction. L'entête doit finir par 2 points et le corps de la fonction doit être indenté. Par convention, l'indentation est toujours 4 espaces. On va faire entrer, dans Python Anywhere, on a l'indentation qui se fait automatiquement. Et donc maintenant, on peut écrire le corps de la fonction. On va écrire 2 instructions, print, qui s'enfuit déjà, print, oublier le temps. Le corps de la fonction, il peut contenir autant d'instructions que tu veux. Tu as peut-être remarqué que les strings dans les instructions print utilisent des guillemets doubles. Donc les guillemets doubles et les guillemets simples, ça fait la même chose. La majorité des gens utilisent des guillemets simples, sauf dans les cas où il y a un guillemet dans la phrase. Donc là, il y a qui s'enfuit déjà, utilise un guillemet simple qui est en fait la même chose qu'un apostrophe. Donc on est obligé d'utiliser des guillemets doubles. Un petit détail sur les guillemets en général, ça doit toujours être des guillemets droits et non pas des guillemets arrondis comme ça. On peut aussi faire une définition de fonction en mode interactif. Donc si on fait def afficher parole entre parenthèses 2 points, on voit que Python nous met 3 petits points pour qu'on puisse continuer la définition de la fonction. Après on peut juste continuer, 4 espaces, print entre parenthèses qui s'enfuit déjà, entrée, 4 espaces, print, oublier le temps, entrée. Pour terminer la fonction, il suffit de laisser une ligne blanche. Donc on fait entrer encore une fois et c'est bon. Définir une fonction, ça crée un objet fonction qui a un type fonction. Donc si on fait print entre parenthèses afficher parole, on voit qu'on a un objet de fonction. Et si on fait type entre parenthèses afficher parole, on voit qu'il est de type fonction. Maintenant, la syntaxe pour appeler une fonction qu'on a créée, elle est la même que pour appeler les fonctions qui sont déjà disponibles dans Python. Donc si on fait afficher parole entre parenthèses entrée, l'interpréteur exécute bien les instructions qu'on a définies dans la fonction. Une fois qu'on a défini une fonction, du coup, on peut l'utiliser dans une autre fonction. Par exemple, si je fais def répéter parole entre parenthèses 2 points, je mets 1, 2, 3, 4 espace afficher parole entre parenthèses espace 1, 2, 3, 4 afficher parole entre parenthèses espace espace. Et maintenant que j'appelle répéter parole, on obtient les paroles répétées. J'ai repris les fragments de code qu'on vient de voir et je les ai écrits dans le script. Donc ce programme, il contient 2 définitions de fonctions, afficher parole et répéter parole. Les définitions de fonctions sont exécutées comme toute autre instruction, mais l'effet est de créer un objet fonction. L'interpréteur n'exécute pas les instructions à l'intérieur d'une fonction jusqu'à ce que cette fonction soit appelée. Et une définition de fonction ne génère aucune sortie. Comme on pourrait s'y attendre, il faut créer une fonction avant de pouvoir l'appeler, c'est-à-dire que la définition de fonction doit être exécutée avant de pouvoir appeler la fonction. Donc si on exécute ce programme, il devrait marcher parfaitement bien. On obtient le bon résultat, mais du coup, si on bouge la dernière ligne en premier, comme ça, et qu'on exécute le script,
On obtient une erreur qui nous dit que répéter parole n'est pas définie, et c'est vrai qu'à la première ligne, répéter parole n'est pas encore défini. Maintenant, on peut aussi essayer de remettre répéter parole en bas, et de bouger la définition de répéter parole au-dessus de afficher parole, et d'exécuter le script. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le programme marche bien alors que afficher parole est défini après répéter parole, mais si on regarde bien le programme, afficher parole n'est pas exécuté à la ligne 3, c'est seulement à la ligne 11 qu'on appelle répéter parole, et à ce stade, afficher parole a déjà été défini. Comme cet exemple l'indique, pour savoir si une fonction est définie avant qu'on l'utilise, il faut connaître l'ordre d'exécution d'un programme. L'exécution d'un programme commence toujours par la première instruction, ensuite les instructions sont exécutées une à une de haut en bas. Les définitions de fonctions n'affectent pas l'exécution d'un programme, mais il faut se rappeler que les instructions à l'intérieur d'une fonction ne sont pas exécutées jusqu'à ce qu'on appelle cette fonction. Un appel de fonction, c'est comme un détour dans l'ordre d'exécution du programme, c'est-à-dire que là, quand on arrive à la ligne 11, l'interpréteur saute au corps de la fonction et exécute les instructions qui sont là. Une fois terminé, l'interpréteur revient où il était et continue avec la prochaine ligne. Tout ça peut paraître plutôt simple jusqu'à ce qu'on se rappelle qu'une fonction peut en contenir une autre. Donc dans cet exemple, répéter parole est appelé. Ensuite, répéter parole appelle afficher parole, donc l'interpréteur saute ici, il exécute les deux instructions, il revient ici, il exécute la prochaine ligne, il revient dans afficher les paroles, il exécute les deux instructions, puis ensuite il revient ici, il réalise qu'il a fini, il revient ici et il termine le programme. En résumé, quand tu lis un programme, c'est pas toujours intéressant de lire de haut en bas. Des fois, c'est plus logique de suivre l'ordre d'exécution du programme. Maintenant, on va aborder le sujet des paramètres et des arguments. Alors, certaines des fonctions qu'on a vues jusqu'à maintenant demandent des arguments. Par exemple, quand on appelle mat.sin qui calcule le sinus, on passe un argument qui est un nombre. Certaines fonctions prennent plus d'un argument. Par exemple, mat.pow en prend deux, la base et l'exposant. À l'intérieur d'une fonction, les arguments sont assignés à des variables qu'on appelle des paramètres. Par exemple, si on définit une fonction affichée deux fois, qui prend un argument Pierre, deux points, et qui imprime Pierre deux fois, cette fonction assigne l'argument qu'on lui passe à un paramètre qu'on appelle Pierre, et quand cette fonction est appelée, elle prend le paramètre et elle l'affiche deux fois. Cette fonction, elle marche avec n'importe quelle valeur qui peut être imprimée. Par exemple, afficher deux fois bonjour, afficher deux fois 35 et afficher deux fois mat.py. Et on va avoir besoin d'importer mat pour utiliser mat.py. On exécute le script. Et voilà, chacune de ces valeurs est imprimée deux fois. Il y a les mêmes règles de composition qui s'appliquent aux fonctions qui sont déjà dans Python, qui s'appliquent aux fonctions qu'on crée. Par exemple, si on fait afficher deux fois insta fois 3 et qu'on l'exécute, ça marche comme pour les fonctions qui sont incluses dans Python. On peut aussi utiliser une variable comme argument. Par exemple, si on définit une variable Jean qui a une valeur de Jacques et qu'on la passe à afficher deux fois, on exécute le script, ça affiche bien Jacques deux fois. C'est important de noter que le nom de la variable qu'on passe en tant qu'argument, ici Jean, n'a rien à voir avec le nom du paramètre, ici Pierre. C'est pas important comment on appelait la valeur en dehors de afficher deux fois. Une fois qu'on est rentré dans afficher deux fois, on appelle tout le monde Pierre. Les variables et les paramètres dans une fonction sont locaux, c'est-à-dire qu'ils existent seulement à l'intérieur de la fonction. Par exemple, si on crée une fonction qu'on appelle nom deux fois, qui prend deux arguments, un prénom et un nom, on définit une variable complet qui colle le prénom au nom, prénom plus nom. Et ensuite, on affiche cette valeur deux fois, afficher deux fois complet. On exécute ensuite ce script. Maintenant, si on essaie d'accéder à la variable Jean qui a été définie à l'extérieur d'une fonction, pas de problème. Par contre, si on essaie d'accéder à la variable complet qui a été définie à l'intérieur d'une fonction,
elle n'a aucune définition à l'extérieur de la fonction nom deux fois et donc on est incapable d'imprimer la valeur. En fait, quand nom deux fois termine, la variable complet est détruite et on ne peut plus la récupérer. Les paramètres sont aussi locaux, donc Pierre n'existe pas à l'extérieur de afficher deux fois. Certaines des fonctions qu'on a utilisées jusqu'à maintenant, comme les fonctions mathématiques, elles retournent un résultat. On va appeler ces fonctions des fonctions fructueuses. Il y a d'autres fonctions comme afficher deux fois qui effectuent une action mais qui ne retournent pas forcément une valeur. Et on va appeler ces fonctions-là des fonctions vides. Quand on appelle une fonction fructueuse, on veut presque toujours faire quelque chose avec le résultat, soit l'assigner à une variable, soit l'utiliser dans une expression. Donc par exemple, pour une fonction comme math.sqrt qui nous donne la racine carrée, quand on appelle une telle fonction en mode interactif, Python affiche le résultat. Par contre, dans un script, si on appelle la même fonction toute seule, comme ça, math.sqrt entre parenthèses 5, qu'on importe math sur la première ligne, et qu'on exécute le script, la valeur sera perdue à tout jamais, elle ne sera pas affichée et on ne pourra rien faire avec. Voilà. Dans ce cas, le script calcule quand même la racine de 5, mais comme on n'affiche pas le résultat ou on ne l'assigne pas à une variable, ça n'est pas très utile. Les fonctions vides peuvent afficher quelque chose à l'écran ou avoir un autre effet, mais elles ne retournent pas de valeur. Donc si on assigne le résultat d'une fonction vide à une variable, on obtient une valeur spéciale qui s'appelle none. Par exemple, si on met a égale print entre parenthèses b, et puis qu'on affiche la valeur de a, on obtient none, N-O-N-E, qui veut dire aucun en anglais. La valeur none écrit comme ça, c'est la même valeur que la valeur none entre guillemets. Ça correspond à la même chose. C'est un type de valeur spéciale qui a son propre type. Donc si on fait type entre parenthèses N-O-N-E, avec une majuscule, on voit que c'est le non-type qui est un type spécial. Les fonctions qu'on a écrites jusqu'à maintenant, ça a été des fonctions vides, mais bientôt on commencera à écrire des fonctions fructueuses. Maintenant, on va parler de pourquoi on utilise des fonctions et de ce que c'est l'intérêt de s'embêter à diviser notre programme en fonctions. Premièrement, créer une nouvelle fonction, ça nous donne une opportunité de nommer un groupe d'instructions, ce qui rend notre programme plus lisible et plus facile à débugger. Ensuite, les fonctions peuvent réduire la taille de notre programme en éliminant du code répétitif, et si dans le futur on a besoin de faire un changement, on aura seulement besoin de le faire à un endroit à l'intérieur de la fonction. Dernièrement, une fonction bien définie peut être utile pour plusieurs programmes, donc on l'écrit une fois et après on peut la réutiliser autant qu'on veut.